Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation que je dédie à un calcul de poly 5, un polynôme de degré 5, un calcul que j'appelle à la main. Et par extension de ce programme, nous verrons comment faire quelques calculs matriciels simples. Alors, pourquoi cette présentation? Dans l'univers Pacdrive 3, dans le template Motion, les calculs des paramètres d'un profil de mouvement en Poly 5 sont réalisés par les librairies de Pacdrive 3. On se contente dans les initialisations, par exemple, de donner les paramètres applicatifs et les calculs se font, entre guillemets, sans que l'on s'en aperçoive. Ce sont des calculs complexes qui sont faits directement par les librairies. On peut utiliser des profils en Poly 5 de manière transparente sans trop se poser de questions. Ce sont les librairies qui font le travail. En revanche, si on sort de l'environnement Pacdrive, par exemple sur le LMC 058, alors qui date un petit peu à présent, mais surtout sur le M262, on peut être amené à piloter directement des consignes de position pour des axes de manière synchrone. J'ai à l'esprit, par exemple, des commandes de mouvement en CAN Motion en profil de cam. Et pour la petite histoire, cette représentation est issue d'une discussion que j'ai eue avec un collègue qui avait ce besoin-là, donc sur un M262, donc un besoin typiquement d'actualité. Alors, on parle des polynômes de degré 5, des mouvements en poly 5. Je ferai juste après un rappel sur les différents profils de mouvement. Et donc, nous insisterons un petit peu sur le poly 5 puisque c'est le mouvement le plus harmonieux, le plus doux pour la mécanique et celui qu'on recherchera le plus possible dès qu'on le pourra. On parle déjà, quand on est en profil de mouvement en poly 5, on parle déjà de motion relativement avancé, hein. C'est déjà sur des machines très évoluées que l'on va aller chercher ces trajectoires-là. Donc cette présentation sera relativement longue puisqu'elle aborde des sujets relativement complexes. Et la difficulté ira crescendo euh, tout au long de cette présentation. Donc, un rappel sur les profils de mouvement, les profils en trapèze versus les profils en poly 5. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet, comment calculer les paramètres du polynôme de degré 5 à partir des conditions initiales, conditions de position, vitesse, accélération. Puis, nous regarderons un petit peu comment je vous propose de le programmer dans Machine Expert. Alors, c'est une façon de le programmer. Bien évidemment, ce sera à adapter, à décliner en fonction de vos besoins, en fonction également des contraintes de robustesse du programme. Ici, volontairement, j'ai un programme qui n'est pas très sécurisé, hein, qui est un programme uniquement fonctionnel. Voilà, mais l'idée, c'est de vous donner des idées pour faire votre propre implémentation le jour où vous en aurez besoin. Et en dernier point, nous regarderons un aspect fondamental qui concerne le temps de calcul, hein, puisque dès qu'on parle de calcul matriciel, de déterminant, d'inversion de matrice, nous allons voir que même sur des cas très très simples de matrice 6-6, on peut très vite arriver à des temps de calcul problématiques. Donc, pour cette présentation, moi je travaillerai sur un LMC 100, un LMC Echo, qui est déjà un contrôleur très performant. Donc, si vous mettez ces calculs en application sur des contrôleurs plus légers, comme le M262, le 241, le 251, voilà, il faudra vraiment veiller à faire attention à ces temps de calcul. Je ne rentrerai pas dans le détail de comment l'implémenter, mais très rapidement, vous aurez besoin de créer une tâche séparée, une tâche sans watchdog, une tâche lente basse priorité,
et votre tâche principale, éventuellement une tâche motion, aura besoin de se synchroniser avec cette tâche basse priorité qui fera le calcul des coefficients du poly 5 une fois au démarrage, à l'initialisation, et qui après ne servira plus. J'ai fait un autre tutoriel sur ce genre de sujet, je vous y renvoie pour plus de détails. Donc, la première partie de cette présentation, après l'introduction, c'est un rappel des différents types de mouvements que l'on peut avoir. Donc, les 4 que nous voyons à l'écran, c'est ce qu'on peut appeler des profils en trapèze. Donc, la position est représentée par la courbe rouge, et donc ce sont des courbes que j'ai faites dans Excel. Donc sur l'échelle de droite pour la position, on va du point 0, 0 au point 1, 1. C'est ce qu'on pourrait appeler un profil de mouvement unitaire ou ratiométrique, hein. Je vous laisse utiliser le terme que vous jugez le plus opportun. Voilà, dans tous les cas, on va du point 0, 0 au point 1, 1. En X en étant temporel et en Y en étant spatial. Rouge, la courbe de position, puis en vert, nous aurons la courbe de vitesse, cette fois sur l'échelle de gauche, et en bleu, l'échelle d'accélération sur l'échelle de gauche également. Donc, ces 4 profils sont tous les 4 ce que nous appelons communément des profils en trapèze. Le premier que je qualifie de 50%, c'est-à-dire que l'on va accélérer pendant 50% du temps, décélérer pendant 50% du temps, sans avoir de portion à vitesse constante. Donc, en bleu, l'accélération, on intègre une première fois, quand on intègre une constante, on a une droite, ça donne les 2 segments verts. On intègre encore une fois, et l'intégrale d'une droite, c'est une fonction en carré. Donc on a 2 segments de courbe en polynôme de degré 2. La suivante, on va accélérer, donc accélération constante pendant un tiers du temps, puis palier de vitesse pendant un tiers du temps, puis décélération un tiers du temps. On trouve donc, comme sur le premier cas, un segment de polynôme de degré 2, un segment polynôme de degré 1 qui est une droite, puis un segment de polynôme de degré 2. Les 2 courbes suivantes, 25%, la troisième courbe, 25%, est la même que la 33%, mais l'accélération dure moins longtemps. Je me suis trompé, hein, je crois que j'ai parlé de 4 courbes en trapèze, en fait il y en a 3, et la quatrième en bas à droite est la courbe en poly 5. Donc la différence entre les 3 premières courbes, eh bien, plus on ralentit les phases d'accélération-décélération, plus on a besoin d'une accélération forte. Hein. Sur la première courbe à 50%, on arrive à une accélération de 4, alors que sur celle à 25%, on est au-delà de 5. De même que plus vite on est à vitesse constante, et moins on va à une vitesse élevée. Voilà, le pic de vitesse sur la courbe à 50%, c'est 2, alors que celle à 25%, on est à 1,6 et quelques, si j'arrive à lire graphiquement. Voilà. Mais en gros, ces 3 premières courbes sont la même famille de courbes, hein, polynôme de degré 2 ou 1. La dernière courbe est une courbe en poly 5. Elle a l'énorme avantage de partir et d'arriver avec des vitesses et des accélérations nulles. C'est-à-dire que au démarrage, à l'arrivée, on n'a pas de cassure, on n'a pas d'effort sur les axes, puisque les accélérations sont nulles. Je rappelle, l'accélération, c'est du courant, c'est une force, donc c'est des à-coups sur la machine. De même qu'on n'a pas de saut d'accélération, hein. On le voit sur les 3 premières, on passe d'une accélération
soit positive vers négative, soit d'une accélération non nulle à nulle, soit d'une accélération nulle à non nulle. Et ça, pour la mécanique, ce n'est pas bon. Ça se traduit, hein, quand on dérive l'accélération, on a le jerk, ça se traduit par des jerks infinis. Alors que la courbe en poly 5, la position est en poly 5, la dérivée, c'est-à-dire la vitesse, poly 4, l'accélération, on dérive encore une fois, c'est un poly 3, le jerk serait en polynôme de degré 2, et les polynômes sont toujours des fonctions continues. On n'a pas de discontinuité, on n'a pas d'à-coup sur la machine. D'où, eh bien, dans certains cas de figure, ce besoin d'aller chercher une trajectoire en polynôme de degré 5. Sur le slide suivant, je présente rapidement donc la superposition des quatre courbes que nous avons vues précédemment. Toujours pareil, on est sur des courbes ratiométriques de 0, 0 à 1, 1. Ceci pour montrer que finalement, il y a peu de différence d'un point de vue visuel sur une courbe, et il en serait de même si on le faisait sur une machine. La différence est vraiment minime. En revanche, ce qui se voit, ce qui se sent, c'est de passer d'une courbe d'un profil en trapèze vers un poly 5. Sur une vraie machine, le mouvement est immédiatement, instantanément beaucoup plus fluide, beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins d'efforts sur la machine. Et moins d'efforts sur la machine, c'est une mécanique qui s'use moins vite, c'est des moteurs qui s'usent moins vite, des réducteurs qui s'usent moins vite, des courroies, des... Voilà. Donc, quand vous le pouvez, allez toujours rechercher le polynôme de degré 5. On retrouve également graphiquement cette interprétation entre guillemets de mouvement plus doux. On voit qu'au démarrage, le mouvement prend plus de temps pour se lancer. Bien évidemment, toutes les courbes se croisent au point médian de la trajectoire. La différence, c'est que le polynôme de degré 5 aura à ce point médian une vitesse plus élevée, mais il l'aura atteinte d'une manière beaucoup plus douce. Voilà, ce que je vous présente là n'est qu'une autre façon de représenter les quatre courbes précédentes. Nous passons à la deuxième partie de cette présentation qui va concerner la résolution de ce système de polynôme de degré 5, la mise en équation et le calcul de nos 6 paramètres. Un polynôme de degré 5, c'est 6 inconnus. A5 pour le coefficient de la puissance 5, A4 pour la puissance 4, etc., jusqu'à la constante A0. Pour résoudre un système à 6 inconnus, il va nous falloir 6 équations. Ces 6 équations vont être la position au premier point, ce que ici j'appelle le Y1, la position au deuxième point que j'appelle Y2, la vitesse au point 1, la vitesse au point 2, V1, V2, ainsi que l'accélération au point 1 et au point 2. On remarque que donc, les deux premières lignes sont homogènes, les deux lignes suivantes concernent la dérivée de l'équation de position résolue au point 1 et 2. Les lignes 5 et 6 représentent la dérivée seconde, c'est-à-dire l'accélération. Voilà. Donc, les premières trois équations sont les équations, je dirais, littérales. En dessous, c'est, on va dire, la déclinaison de ces équations au point 1 et 2, donc pour position, vitesse, accélération, écrit sous forme d'un produit matriciel, le produit d'une matrice par le vecteur des coefficients, des 6 coefficients du polynôme de degré 5, qui est égal à notre vecteur d'entrée, c'est-à-dire y1, y2, v1, v2, a1, a2. Voilà, sous forme matricielle, c'est écrit sous la forme ax égale y. Attention, x représente le vecteur des coefficients
du polynôme de degré 5 et y représente ce que j'appelle le vecteur d'entrée, les conditions d'entrée, les conditions initiales. Donc, ce que je vous présente, une des parties majeures que je vous présente ici, va consister à résoudre ce système de 6 équations à 6 inconnues mis sous forme matricielle. Alors ici, je vais un petit peu vite en besogne et je ferai hurler mes différents professeurs de mathématiques, notamment Monsieur Estezé que j'avais eu en prépa il y a très très longtemps. Voilà, dans l'algèbre fondamentale, on insiste beaucoup sur est-ce qu'une matrice est inversible. Voilà, on peut pas, en mathématiques fondamentales, on ne peut pas faire tout à fait n'importe quoi. Ici, on est dans le monde physique, on est dans le monde des machines, donc on sait que puisqu'on a des conditions de départ et d'arrivée distinctes, hein, x1 différent de x2, y1 différent de y2, v1, v2 est éventuellement distinctes, pouvant être nulles, y accélération 1, accélération 2 pouvant être distinctes, éventuellement nulles, on sait que on est sur un cas concret physique, donc on sait qu'on aura une solution. Voilà, puisqu'on a une solution physique, on aura une solution mathématique. Euh, c'est un petit peu au second degré qu'il faut prendre cette phrase. Normalement, c'est dans le sens inverse, hein. Si on a une solution mathématique, on aura une solution physique. Mais voilà, dans le monde des machines, dans le monde du motion, on peut le dire dans l'autre sens. Alors, comment résoudre ce système de 6 équations à 6 inconnues? La méthode que je vous propose et qui, à mon niveau, me semble la plus simple, on peut très bien en imaginer d'autres, en trouver d'autres, mais c'est de dire on part de cette matrice-là et on va essayer par des combinaisons linéaires par ligne d'arriver à une matrice unité ici, ce qui reviendrait d'un point de vue de l'algèbre fondamentale à multiplier chaque côté gauche et droite par l'inverse de cette matrice. Et une fois qu'on arrive à la matrice unité, eh bien les les 6 coefficients de notre polynôme sont directement accessibles. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, on le verra un petit peu plus loin dans le code. Et bien évidemment, je vous fournirai ce programme exemple, vous pourrez l'analyser à votre tour pour bien le comprendre dans les détails. Alors, un cas particulier très intéressant et qui peut poser un problème. Je vous disais juste avant, s'il y a une solution physique et une solution mathématique, bien voilà, on a quand même une exception qui confirme la règle, c'est que si x1, si le premier point est égal à 0, et c'est typiquement le cas de ce que je vous ai montré juste avant dans ce que j'appelle les profils ratiométriques ou homogènes, hein, qui partent du point 0, 0 vers le point 1. En fait, ce système se simplifie beaucoup puisque on arrive à A0 égale Y1, c'est la constante, donc c'est vraiment le Y1 de démarrage. A1 égale V1, quand on dérive une première fois, on arrive à cette solution-là, et quand on dérive une deuxième fois, on arrive à A2 égale... Alors A2, petit a2, c'est le coefficient du polynôme pour la puissance 2, et A1 majuscule, c'est l'accélération au point 1. Donc, x1 égale 0, ça permet de nous résoudre directement 3 des 6 paramètres, donc on se ramène plus qu'à un système de 3 équations à 3 inconnues. La méthode de résolution est la même, et nous le verrons dans l'analyse du code. Alors, dans la résolution, je vais le balayer très rapidement. Dans l'analyse de code, nous le verrons plus en détail. Ce programme vous est donné à titre d'exemple, à titre dans un but pédagogique. Bien évidemment, comme je le disais, il n'est pas rigoureusement, d'un point de vue mathématique, il n'est pas robuste. Je suis à peu près certain qu'on peut trouver des cas de figure où l'algorithme que je vous propose générera des erreurs.
Cependant, j'ai quand même mis un minimum de protection, donc on le verra tout à l'heure. À un moment donné, pour faire des combinaisons linéaires, des soustractions, des multiplications par ligne, on va avoir besoin de diviser par des pivots dans notre système. Et bien évidemment, une division implique que le diviseur ne doit pas être nul. Donc, dans mon exemple, quand le pivot, quand le diviseur vaut 0, je sors du programme pour ne pas créer une exception et je renvoie un message d'erreur. Dans un système robuste, il faudrait trouver des solutions euh, différentes, c'est-à-dire permuter des lignes pour sortir de ces cas de figure où le diviseur peut valoir 0. Je ne l'ai pas fait. Hein, le but n'est pas ici de créer une fonction infaillible. Le but est d'expliquer une méthode de résolution. Encore une fois, c'est une méthode, on peut en imaginer d'autres et on peut imaginer des choses beaucoup plus robustes. Alors, le deuxième point, par contre, à vérifier, mais je vous montrerai qu'on peut s'en passer également, c'est de vérifier que le déterminant de la matrice n'est pas nul. Euh, Ce déterminant, lui, il est quand même fondamental, puisque dans un système de n équations à n inconnues, un déterminant nul, ça veut dire qu'il nous manque des données. Ça veut dire qu'on aura moins de 6 équations pour 6 inconnues, donc on ne saura pas trouver une solution unique. On pourra trouver un ensemble de solutions, mais ça ne nous intéressera pas dans notre cas. Encore une fois, puisque nous partons d'un système physique réel, on fait l'hypothèse qu'il y a une solution et une seule, et le calcul nous le démontrera. Alors, pour terminer cette deuxième partie de mise en équation, eh bien, on va commencer par résoudre un système 6-6 par des combinaisons linéaires, puis on calcule un déterminant, et finalement, quand on a ces deux fonctions-là, on n'est plus très loin d'avoir une fonction pour inverser les matrices. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la dernière partie. Et je vous propose deux méthodes pour faire cela. Je vous disais juste avant que la méthode des combinaisons linéaires pouvait avoir des limitations quand on arrive à un pivot qui a une valeur nulle. Eh bien, la méthode d'inversion des matrices par la méthode des déterminants, alors elle est très longue, nous le verrons plus tard, mais elle a le mérite de ne pas pouvoir rentrer dans ces cas de figure où le pivot sera nul. C'est-à-dire que si le déterminant de la matrice n'est pas nul, on pourra toujours inverser la matrice par la méthode des déterminants. Voilà. La contrepartie, c'est que ça prendra beaucoup de temps. Et la deuxième méthode qui est, et nous le verrons dans les comparaisons, beaucoup plus optimisée, c'est par extension de ce qu'on aura vu dans la résolution du polynôme de degré 5, par des combinaisons linéaires, on arrivera à trouver notre matrice inversée beaucoup plus rapide, beaucoup plus optimisée, mais encore une fois avec des risques de pivot qui soient nuls, donc des risques que ça ne marche pas. Alors, ce que je vous présente ici par rapport au besoin initial, hein, je rappelle, le besoin c'est de faire un calcul de polynôme de degré 5, c'est donc de résoudre un système 6-6. Si dans vos programmes vous avez besoin d'aller au-delà, eh bien vous verrez, vous pourrez assez facilement adapter ce programme. Alors, vous pourrez l'adapter par exemple pour des polynômes de degré 3 avec des systèmes 4-4, donc vous simplifierez ce que je vous ai donné. Polynôme de degré 3, sans rentrer dans le détail, c'est si vous avez besoin de calculer des splines. Les splines sont des ensembles de polynômes de degré 3, ou si vous voulez être beaucoup plus rigoureux et que vous voulez mettre en œuvre des polynômes de degré 7, c'est-à-dire que vous voulez fixer aussi, vous rajoutez deux équations, vous voulez fixer un jerk au départ et un jerk à l'arrivée, ce qui va nous amener à une résolution d'un système de 8 équations à 8 inconnues. Pour ma part, depuis que je suis donc dans ce métier du motion, je n'ai jamais eu le besoin de mettre en œuvre des polynômes de degré 7, de fixer des jerks.
J'ai entendu dire que dans certaines applications, il avait fallu le faire. Moi, je n'ai jamais eu à le faire. Voilà, donc encore une fois, ce calcul matriciel que je vous donne est instancié pour du 6-6. Il vous faudra l'adapter si vous avez des besoins étendus. Et donc, je rappelle, hein, je vous propose ici plus quelque chose de didactique, de pédagogique. Encore une fois, vous, si vous en avez besoin dans des cas plus génériques, vous aurez besoin de durcir ce que je vais vous présenter. Dans cette troisième partie, donc pour le polynôme de degré 5, eh bien, je vais commencer par vous faire une démonstration avant de vous expliquer le programme dans le détail. On va passer à des choses un petit peu plus ludiques. Donc, ici, j'ai le programme, je me connecte au contrôleur, je suis en stop, je vais passer en run. Alors, j'ai l'ensemble de ce qui est des calculs que je vous présente est dans ce dossier calcul matriciel. Les poux for implicit check, fondamental, hein, ici c'est quand même un programme où assez facilement on peut glisser entre guillemets, avoir des divisions par zéro ou déborder ou des boucles infinies. Donc voilà, quand on fait des choses comme ça, on met sa ceinture de sécurité, on utilise les poux for implicit check. Et le programme de test est dans la boucle main. Alors le main est un programme tout simple à 10 millisecondes, rien d'extraordinaire. Allez, donc dans ce main, j'ai deux tests unitaires, soit pour le polynôme de degré 5, soit pour l'inversion des matrices. Alors, j'ai une visu. Ici, je vais retrouver ce que j'appelle mon vecteur d'entrée, c'est-à-dire condition initiale et condition finale pour mes deux points. Alors, je vais aller du point 0, 0 au point 1, 1. C'est l'exemple dont je vous ai parlé. Donc ici, c'est un cas particulier où je vais dans un polynôme de degré 3. Hein, on voit, je fais une résolution en temps réel, je vois que dès que je pars du point 0, 0, mes trois premiers coefficients sont nuls. Si au contraire, je pars du point 1, je vais au point 2, immédiatement, voilà, j'ai bien un système 6-6. On voit que, alors je vais enlever le calcul du déterminant, mais pour un système 6-6, il me faut 200 microsecondes, là où pour un système 3-3, il me faut 40 microsecondes. Voilà, donc on retrouve par l'expérience ce que l'on pressentait par l'analyse. Voilà. Si je remets le calcul du déterminant pour un système 6-6, c'est là qu'on voit, hein, il faut presque 4 millisecondes si je mets le déterminant. Si je ne le calcule pas, ça fond comme neige au soleil avec entre 200 et 250 microsecondes. Voilà. Donc, je vais partir d'un cas tout simple en poly 3. On va regarder ce que ça donne sur une trace. Alors, je vais afficher en même temps la trace et les calculs. Et si je clique sur le bouton trace, ça va me lancer la trace. Donc, on va l'analyser un petit peu. En haut, j'ai le temporel qui est le X. En vert, j'ai la position qui est le Y, puis la vitesse en rouge, l'accélération et enfin le jerk. Donc, on voit bien, hein, nos vitesses accélération partent de 0, arrivent à 0. Les points x1, y1, x2, y2 sont respectés. Et le jerk, eh bien, il est induit. On ne peut pas le piloter en polynôme de degré 5. Le jerk est une résultante. Donc, on va le relancer la trace. Et chaque fois que je clique sur trace, je lance un cycle. Tout simplement, je fais une boucle qui va de x1 à x2 pour faire ceci. Alors maintenant, je vais par exemple imposer une vitesse au démarrage. Alors, et je vais même passer un polynôme de degré 5 pour être complet dans l'exercice. Alors, typiquement, vous voyez ici, je pars du point 1 pour arriver au point 1. Mon algorithme m'indique quand même qu'il y a une erreur, que je ne peux pas le calculer.
Donc, il y a quand même certains pare-feux. Alors, je vais aller du point 1 au point 2. C'est finalement la même allure que précédemment. Mais voilà, je pars d'un Y1 au lieu de partir d'un Y2. C'est la même chose fonctionnellement. Et j'ai un vrai système de degré 5. Donc, je vais démarrer avec une vitesse de 2. Et nous allons regarder sur la trace ce que c'est. Voilà, c'est intéressant. C'est très intéressant. On retrouve un départ avec une vitesse 2 qui va diminuer pour arriver jusqu'à une vitesse 0. Une accélération qui est nulle, qui arrive nulle également, le jerk. Et on voit cette vitesse de départ, donc on a une tangente beaucoup plus forte. On peut continuer, demander une vitesse exagérément grande, voilà, on part plus grand, et la résolution du polynôme de degré 5 ne peut pas empêcher d'arriver au-dessus, d'avoir un overshoot. Et si je veux enfoncer le clou, je vais lui dire d'arriver avec une vitesse négative. Et ce sera encore plus fort. Voilà, je vois bien. Hein. Je pars avec une vitesse très forte positive et j'arrive avec une vitesse négative. Dans les deux cas, accélération nulle au départ et à l'arrivée. Ça, c'était pour montrer l'influence de la vitesse aux conditions initiales. Je vais remettre à 0. Voilà, on retrouve notre courbe du début. Et maintenant, je vais imposer la vitesse. L'accélération. Je vais démarrer avec une accélération très forte à 6. Eh bien, quel est le résultat? Démarrer avec une accélération très forte, on est beaucoup plus vite. La montée en vitesse se fait beaucoup plus vite que le retour. Je vais exagérer encore le trait. On relance la trace. Voilà, c'est encore plus flagrant. On peut aller encore plus loin, bon, etc., etc. Je vous laisserai après jouer avec ceci. Mais quels que soient les paramètres, on aura toujours polynôme de degré 5 pour y, polynôme de degré 4 pour la vitesse, polynôme de degré 3 pour l'accélération, polynôme de degré 2 pour le jerk. Voilà, polynôme de degré 2, on a une parabole inversée. Voilà pour la démonstration que je voulais vous faire. Alors maintenant, on va aller dans des choses un petit peu plus... voilà, la récréation est finie, on va aller regarder dans le code comment ça se passe. Donc, le main, on en a parlé. On a cette fonction de test unitaire de polynôme de degré 5. Pour l'inversion des matrices, on verra dans le 4e chapitre. Donc, cette inversion des matrices gère éventuellement le calcul d'un déterminant. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai appuyé sur le bouton. Ça, on verra plus tard. On verra plus. Pardon, je ne suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Voilà. Pour le polynôme de degré 5, donc si on ne demande pas à faire une trace, en temps réel et à chaque cycle, on va calculer les paramètres du polynôme de degré 5. On va donner un vecteur d'entrée. Le vecteur d'entrée, c'est celui-ci. Dans ce vecteur d'entrée, on a nos conditions de début et de fin du segment. Je l'ai appelé vecteur d'entrée, bien évidemment, vous pourrez le renommer dans le nom qu'il vous plaira. En sortie, on va avoir ce que j'appelle le vecteur poly5, où on va retrouver les 6 coefficients du polynôme, et j'ai rajouté en entrée la position, la sortie en position, vitesse, accélération et jerk pour les calculs. J'ai préféré regrouper tout cela dans la même structure, voilà, les paramètres et le calcul.
plus des statuts d'erreur. Donc, cette méthode du function block prend un vecteur d'entrée, calcule un vecteur de sortie, et on lui donne un booléen pour savoir si on veut ou non calculer le déterminant. Tout simplement, c'est pour soit privilégier un calcul sécure, on ne fera pas une inversion de matrice si le déterminant est nul, soit si on met ce paramètre à false, on va chercher l'optimisation, le calcul le plus rapide possible. Ici, je fais des relevés de mon chronomètre pour calculer le temps. Donc c'est là hein, qu'on va trouver soit 250 microsecondes, soit plus de 4 millisecondes. Ici, je fais des recopies donc, je fais des recopies dans des vecteurs poly5 que j'appelle 1 et 2 du vecteur de sortie que m'a donné ce calcul-là. Je fais des calculs et je recalcule au point 1 et 2 pour vérifier que mes paramètres sont bons. C'est-à-dire que en entrée, je donne un vecteur d'entrée au point 1 et 2, je calcule mon poly5, je vérifie que quand on fait le calcul inverse, quand on fait le vrai calcul, on retombe bien sur les mêmes points. C'est important, toujours s'assurer quand on fait un calcul qu'on retombe bien sur nos pieds. Voilà, c'est ce que j'appelle ici vérification au point 1 et 2. Voilà, hein, je pars de 1, 0, 0, 50, voilà ici, et j'arrive à 2, 1, 0, 0, je le retrouve ici, et cette vérification me permet en parallèle de calculer les valeurs des jerks au départ à l'arrivée. Voilà, donc ça c'est quand je ne lance pas une trace et que je fais les calculs à chaque cycle. Ensuite, dans la deuxième partie, eh bien, si je déclenche une trace, je vais calculer une position x, donc une position temporelle en pourcentage, et je vais faire en sorte que donc ma tâche est à 10 millisecondes. Je vais faire en sorte, en divisant mon incrément par 200, de faire une trace complète en 2 secondes. Voilà, c'est ce qui fait que, quels que soient les paramètres x1 et x2 que l'on donne, la trace pour ce mode de test, pour cet exemple didactique, la trace se fera toujours en 2 secondes. Encore une fois, c'est didactique, c'est pas le cas réel. Et donc, ici, on a un R-trig, donc détection de front montant, quand on demande une trace. Ce calcul ne se fait qu'une seule fois. Et ensuite, dans la boucle, donc, on va systématiquement incrémenter de la position. Voilà, on incrémente l'incrément de position, et ici, c'est le temporel en pourcentage. On ajoute un demi% pour que la trace totale dure 2 secondes. Quand ma position temporelle en pourcentage dépasse 100%, donc dépasse 1, je sors de ce mode de trace et je reviens au calcul régulier. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le programme de test unitaire de l'algorithme, et on peut aller voir maintenant plus dans le détail comment s'effectuent ces calculs. Donc, dans mon function block main, j'utilise les différents vecteurs dont on a parlé, donc un vecteur d'entrée, un vecteur de sortie, deux autres vecteurs entre guillemets de sortie pour vérifier les calculs, et j'utilise un function block global de calcul matriciel que je vais vous présenter maintenant, dans lequel j'ai mis les différentes fonctions. Ici, les matrices simples, ça c'est pour la dernière partie, pour les déterminants et inversions de matrices. Donc, ce function block calcul matriciel, eh bien, étonnamment, il est vide. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien puisque à l'appel, on va utiliser des méthodes de ce function block. Donc ici, j'ai toutes les méthodes publiques, celles que je peux appeler de l'extérieur. Par exemple, calcul poly5 param, ça, c'est ce que j'appelle à chaque cycle ou au démarrage, donc calc poly5 param
je l'appelle pour calculer mes coefficients du poly 5, ou bien à l'exécution, calc poly 5 data. À ce moment-là, calc poly 5 data prend les paramètres, les coefficients, je vais les retrouver là, voilà, A5, A4, A3, A2, A1, etc. Et calcule avec les équations de position, de dérivée première pour la vitesse, dérivée seconde pour l'accélération, dérivée troisième pour les jerks. Cette fonction calc poly 5 data va calculer les paramètres du mouvement qui nous intéressent et les sauvegarder à l'intérieur de ce vecteur donc poly 5, d'où les paramètres dont je vous parlais précédemment ici. Voilà, donc les méthodes publiques, celles où on accède de l'extérieur, je vous parlerai dans la quatrième partie de l'inversion des matrices, et le code ici, donc le calc poly 5 data est relativement simple. Hein. On calcule l'équation et les dérivés. Le calcul 5 param, lui, est un petit peu plus évolué et il va utiliser des fonctions, des méthodes privées, donc non accessibles depuis l'extérieur, méthodes pour lesquelles on ajoute le mot-clé protected. Voilà, je vous montre que c'est non accessible de l'extérieur, c'est-à-dire que quand on appelle ce function block et qu'on met un point, voilà, on ne voit que les méthodes publiques. Elles sont publiques par défaut. Tout ce qui est protected, on ne le voit pas. C'est une astuce quand vous faites de la programmation objet pour sécuriser vos programmes. Alors, dans le calcul des paramètres, alors, donc on a un certain nombre de captures de temps hein, pour mesurer les temps que l'on fait. On initialise un compteur d'erreur à 0. Un statut qui va nous dire si on est un système 3.3 ou 6.6 qui va dépendre de la valeur du premier x. Donc si x égale 0, on sera en système 3 équations à 3 inconnus, sinon ça sera du 6.6. En fonction de ces cas, on fait plus ou moins la même chose, mais le premier, donc un système 3.3 ou un système 6.6. Je ne vais donc travailler que sur le 6.6, le 3.3, c'est le même. Donc je commence par initialiser une matrice avec les différents paramètres que j'ai reçus. Donc j'initialise une matrice locale au function block, stmat. Ça, c'est purement privé de l'extérieur du programme, on ne peut pas y accéder. Donc, j'initialise cette matrice tout simplement, init6, tout simplement ici, je crée cette matrice que je vous ai présentée ici. Voilà. Je crée cette matrice-là, donc qui ne dépend que des paramètres d'entrée et des constantes liées aux dérivations. Je reviens. Une fois que j'ai initialisé cette matrice, et on le verra tout à l'heure, je crée une matrice unité. C'est-à-dire que je balaye à 2 dimensions. Ici, c'est une constante, je suis en dimension 6. Donc, je crée une matrice unité, c'est-à-dire que tous les éléments de ma matrice valent 0, sauf les éléments de la diagonale. Voilà, je crée une matrice unité. Calcul param. Une fois qu'on a créé cette matrice, on va copier dans une deuxième matrice pour calculer le déterminant. Donc, cette deuxième matrice, elle est déclarée ici. Alors, je vous ai parlé de matrice. Allons rapidement regarder ces structures. Alors, on a une première qui est matrice simple. Tout simplement,
c'est un tableau à 2 dimensions, donc un tableau 6-6. Et on a une matrice plus complexe dans lequel on va trouver un premier tableau 6-6 qui est ce que je vous ai présenté sur le PowerPoint, la matrice d'entrée. On va trouver une structure identique pour la matrice inverse. C'est typiquement celle que l'on initialise ici. Souvenez-vous, je vous ai dit, avec des jeux de combinaisons linéaires, si on fait la même chose sur la matrice unité, quand la matrice d'entrée arrive à la matrice unité, la matrice originellement unité devient la matrice inverse. Ensuite, on va avoir le vecteur d'entrée. Ça, c'est ce qu'on trouve ici. C'est y1, y2, v1, v2, a1, a2, le vecteur d'entrée. On va trouver, pour faire la vérification, deux vecteurs de polynômes, puis le déterminant, des statuts d'erreur, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans le détail. Donc, on revient à calcul poly 5 paramètres. Donc, cette méthode, on va calculer, pardon, il y a une coquille sur le nom. Il y a une coquille sur le nom, c'est juste une recopie de matrice de l'une dans l'autre. Oui, M copie matrice simple. Je recopie une matrice vers une matrice simple dans le but de vérifier le déterminant. Je mesure le temps. Si j'ai demandé dans le paramètre d'appel le calcul du déterminant, je le calcule. Voilà. Et ensuite, on va avoir, je l'ai appelé les méthodes inverse, inverse 3 ou inverse 6 en fonction de la dimension. Avant d'aller dans l'inversion, on va aller regarder ce calcul du déterminant. Donc là, c'est un petit peu complexe. Le déterminant d'une matrice, dans notre cas une matrice 6-6, c'est quelque chose qui est typiquement récursif. C'est-à-dire que ça revient à calculer 6 déterminants de matrice 5-5. De même, une matrice, le déterminant d'une matrice 5-5 revient à calculer 5 déterminants d'une matrice 4-4, etc., etc., etc. Quand on déplie toute la récursivité, le déterminant d'une matrice 6-6, ça revient à calculer 360 déterminants de matrice 2-2. Pourquoi 360? Parce que c'est 6 x 5 x 4 x 3. Alors, c'est de la récursivité. On démarre assez fort là, récursivité avec des matrices. Je vous ai mis un exemple de récursivité avec la factorielle, qui est l'exemple le plus simple. C'est-à-dire que factoriel n, c'est n fois factoriel n-1. Si n supérieur à 1, et si n égale 1, la factorielle vaut 1. Donc si vous voulez comprendre simplement comment fonctionne une programmation, un appel récursif dans Codesys, voilà, vous pouvez analyser l'exemple de la factorielle. Donc, c'est une méthode qui s'appelle elle-même, sans oublier le this, l'opérateur d'indirection, pour dire qu'on s'appelle soi-même dans l'instance de ce function block, dans celui qui appelle. Voilà. Exemple simple de récursivité. Revenons à notre calcul de déterminant. Eh bien, c'est le même principe que la factorielle en un peu plus étendu. Si la dimension, alors dans les paramètres d'appel, en plus, on donne une matrice d'entrée et une dimension, puisque la fonction est générique. Donc, si la dimension vaut 1, le déterminant, c'est directement la case 1, 1 de la matrice. Dimension 1, il n'y a pas de difficulté. Si la dimension vaut 2, eh bien c'est la célèbre matrice déterminant égale AD moins BC. Voilà. Là, c'est encore assez simple. Et si la taille est supérieure à 2 et inférieure ou égale à 6, voilà, ça fera partie des choses que vous adapterez si vous avez besoin d'aller au-delà.
Eh bien, on va faire nos boucles de 1 à 6 au début, puis de 1 à 5, de 1 à 4, etc. On va créer des sous-matrices. Donc cette sous-matrice, je la déclare ici. Donc on peut imaginer que comme on s'appelle 360 fois, on imagine un petit peu la taille mémoire qu'il va falloir consommer pour calculer ça. Tout ça, c'est de la déclaration de variables en pile. Donc, une fois que c'est fini, la mémoire est rendue, bien évidemment. Mais on peut imaginer que on a donc 5 niveaux d'appel en cascade. Donc, 5 fois, on va déclarer toutes ces choses-là. Donc, on recopie nos matrices à un rang de dimension n-1. Ici, on fait de la recopie. Puis, une fois qu'on a toutes nos matrices, au passage, ici, on a un tableau de sous-matrices. Donc, concrètement, on a quelque chose de dimension 3. On a un tableau à une dimension de quelque chose à 2 dimensions. Donc, on a 3 indices pour la recopie. On crée donc nos sous-matrices. On calcule nos n déterminants. Et encore une fois, ici, on a de la récursivité. Et quand ça va s'appeler, ça refera de la récursivité, etc., etc. Et ensuite, on fait le produit de nos différents déterminants à chaque niveau avec chaque fois un -1 puissance n pour ajouter ou soustraire les sous-déterminants. Bon, je suis allé un petit peu vite. Si vous avez des notions d'algèbre, de déterminants, vous arriverez plus ou moins à me suivre. Si vous n'avez jamais étudié ça, je vous ai perdu. C'est pas grave. Croyez-moi, le résultat marche et voilà. Voilà. Donc ça, c'est le calcul du déterminant. On revient sur la fonction calcul poly 5 param. Encore une fois, le calcul du déterminant est facultatif. Il prend beaucoup de temps. Normalement, il est toujours non nul, mais si on veut, on peut le vérifier. Et si on a demandé ce calcul et qu'il est nul à ce moment-là, on sort, on a une erreur. Et sinon, eh bien, on va inverser, donc soit à l'ordre 6, soit à l'ordre 3. Pour inverser, pour faire, alors pardon, je suis à l'ordre 3. Pour faire nos combinaisons linéaires, on va avoir une approche descendante où, avec ceci, on va se ramener à une matrice triangulaire où on aura une partie, donc la diagonale sera unitaire, le triangle inférieur sera des zéros, et de manière homogène, on va remonter ensuite pour finir et arriver à une matrice complètement diagonale. J'ai voulu factoriser ceci pour simplifier les calculs. Sans ça, ça peut être relativement long. Ça permet aussi d'être générique. Si vous voulez aller à une dimension plus élevée, il suffira d'adapter, de décliner. Et ça permet aussi, quand on est en dimension 3, d'avoir quelque chose de simple et d'homogène. Et enfin, une fois qu'on a terminé nos calculs, donc à l'ordre 6, on fait la recopie de nos paramètres dans le vecteur de sortie, dans le vecteur poly 5. À l'ordre 6, donc c'est complet. Et à l'ordre 3, les premiers paramètres sont ceux que l'on a vus dans le slide précédemment. Accélération divisée par 2, vitesse au point 1, position au point 1. Voilà. Un mot rapide sur ces fonctions de normalisation. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Voilà. En gros, on va chercher un pivot. Si ce pivot n'est pas nul, alors s'il est nul, c'est là qu'on sort un petit peu de manière sauvage. Et je vous disais ça précédemment. Voilà, on pourra chercher à améliorer, à faire quelque chose de plus propre ici. Par rapport à mon besoin et à cette présentation didactique, j'ai supposé que ça n'était jamais le cas. J'ai quand même mis un garde-fou, mais qui ne doit jamais servir. Si ça venait à arriver, on sortirait sans faire le calcul, on ne planterait pas le contrôleur.
Donc, une fois qu'on a trouvé ce pivot non nul, on divise chaque ligne par ce pivot. On en fait de même sur la matrice inversée. On en fait de même sur le vecteur d'entrée. Donc, on se ramène à des colonnes de 1 et dans la deuxième partie, on fait les soustractions. Donc, l'appel de toutes ces normalisations par colonne et pour toutes les lignes à la descente, ça nous permet d'arriver à une matrice avec des 1 sur la diagonale, des 0 dans le triangle inférieur gauche. On fait la même opération en remontant et ça nous permet d'arriver complètement à la matrice unité. Donc, au passage, on voit qu'on fait la même opération sur une matrice unité qui va nous permettre de calculer l'inverse de la matrice et sur le vecteur d'entrée qui va nous permettre de connaître directement les coefficients une fois qu'on aura terminé le inverse 6. Voilà, ces coefficients-là, c'est ceux sur lesquels on opère ici. Voilà, je vais très vite, mais j'essaie de vous résumer peut-être un gros trimestre d'algèbre de classe prépa. Voilà, résumer ça en 1 heure, forcément, je m'exprime mal. Et puis c'est des choses pour moi qui remontent à 30 ans en arrière. Donc c'est un petit peu loin, je vous prie de m'en excuser. Donc, dans le calcul des paramètres, on a fait l'initialisation. On a éventuellement calculé le déterminant, on a fait l'inversion. Ici, on vérifie nos paramètres, donc on recopie dans 2 vecteurs, on refait les calculs, donc cette fois avec calc poly5 data. Au passage, comme je suis à l'intérieur du function block, je ne remets pas l'instance. Ici, ça serait un this opérateur d'indirection, ça serait ça. Voilà, je ne l'ai pas écrit, mais c'est implicite. Je vais le mettre pour enfoncer le clou. Voilà. Bien évidemment, si on regarde si on a des erreurs, etc., on finit par relever les temps et on met à jour des données de sortie d'erreur. On calcule les delta timers, etc. Pas de difficulté là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est l'explication de comment on calcule les coefficients du polynôme de degré 5. On va très rapidement le regarder à nouveau. Donc, je lance ceci, je me connecte. OK, le ZIS ne va pas changer grand-chose. Et on lance une trace en parallèle, en double écran. Voilà, on va le relancer. Trace. La trace n'est pas lancée. Voilà, trace. Voilà, on va revenir à quelque chose d'homogène. Trace. On va dire qu'on va arriver donc 10 fois plus haut, 10 fois plus loin. Et comme je vous l'ai expliqué, la trace se fera toujours en 2 secondes, puisque j'ai décidé qu'elle se fasse en 2 secondes. Simplement, voilà, le X va plus loin, le Y va plus loin, mais les profils, les allures des courbes ne changent pas. Ça n'est qu'une question d'échelle. Alors, ça c'était pour voilà l'explication rapide. Pour la partie du polynôme de degré 5, j'en ai terminé. Nous arrivons maintenant au 4e et dernier chapitre de cette présentation, qui est probablement la plus intéressante pour les gens qui font des calculs matriciels et qui finalement utilisent quasiment les mêmes choses que nous venons de voir. Donc, le déterminant, je vous l'ai expliqué précédemment, utilise la récursivité, donc potentiellement très gourmand en temps et en mémoire, puisqu'on a 360 itérations. Sur le contrôleur qui est le mien, on l'a vu rapidement et on va le revoir maintenant. Donc l'inversion d'une matrice par la méthode des déterminants,
C'est très long, ça prend 24 millisecondes dans mon cas. Par contre, par des combinaisons linéaires, qui est ce que je vous ai présenté juste avant, eh bien, on arrive à 300 microsecondes, très 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 intéressant. Dans le même esprit que les vérifications des coefficients du polynôme de degré 5, je vais vous montrer le produit matriciel qui permet de vérifier que l'inverse de la matrice qu'on a trouvée est le bon. Je vous montrerai, bon, il y a un endroit où il faut aller vérifier des arrondis, puisque à 10-15 près, c'est des erreurs de calcul sur les nombres réels. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais il faut les... euh, pour, euh, pour une fonction de confort de la visu, j'ai été obligé d'ajouter ces arrondis. Donc, il faudra faire très attention au temps de calcul, on va le voir. Encore une fois, sur LMC Echo, qui est un contrôleur relativement puissant, ça ne se voit pas trop. Si vous faites ça sur un M262, il faudra y faire très 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 attention. Je propose également un test sur une matrice simplifiée, c'est-à-dire que j'ai pris avec Excel une matrice avec des valeurs simples. Excel propose de calculer des inverses et des déterminants de matrice de manière instantanée. Donc, ça m'a permis d'étalonner mon programme et j'ai trouvé des erreurs, hein, plusieurs. Il m'a fallu y aller à plusieurs reprises, mais à la fin, je suis arrivé aux valeurs identiques par rapport à Excel. Donc, ça prouve que mon algorithme n'a plus de bugs. On va aller sur la démonstration. Donc, c'est la deuxième partie. Alors, je n'ai plus besoin de la trace. C'est dans ce deuxième onglet. Donc dans ce deuxième onglet, je peux ici initialiser une matrice unité, CD1 sur la diagonale, ou ma matrice de test. Voilà, c'est celle-ci, la matrice de test sur laquelle nous allons travailler, soit l'une, soit l'autre. Et donc si je clique sur inversion de matrice avec la matrice unité, alors c'est un effet démo, c'est un effet démo, et bien voilà, c'était pas prévu, mais voilà. Donc, alors on va y aller doucement. Alors j'ai peut-être un bug dans mon programme, hein, il faudra y aller très très doucement, mais voilà. Donc, si j'inverse la matrice quand je clique sur inversion ici et que méthode des déterminants est sélectionnée, j'ai un temps de calcul de 27 millisecondes. L'avantage, c'est que je n'ai pas de bug a priori. Ou alors il me manque une opération. Bon, on n'ira pas très très loin, pas beaucoup plus loin puisque j'ai une erreur ici. Mais voilà, par la méthode des déterminants, 27 millisecondes. Par la méthode des combinaisons linéaires, si elle n'était pas buggée, 136 microsecondes. Si je prends une matrice de test, que je fais l'inversion, les temps sont les mêmes, voilà, avec ou sans déterminant, les temps sont les mêmes. Au passage, ici, quand je le calcule, je l'affiche. Voilà, et par la méthode des combinaisons linéaires. Et dessous, je vérifie le produit de matrice par matrice inverse ici, et le produit de, je fais le produit de matrice inverse par matrice. Et dans les deux cas, j'arrive à la matrice unité, ce qui me prouve que le calcul est bon. Alors tout simplement, quand on voit un 0 ici qui n'est pas grisé, c'est que le résultat a une erreur supérieure à 10-15. Voilà, j'avais mis ça, alors je vais mettre un seuil un petit peu plus grand que 10-15. Alors c'est une constante, d'accord. Je vais mettre 10-14 pour ne pas avoir cette coquille d'affichage. Je modifie une constante, donc download. Voilà, run. Je reviens ici, donc matrice de test, inverse de la matrice, voilà.
Voilà, là donc à 10 moins 14 près, j'ai quelque chose de bon. Alors, tout à l'heure je vous disais, quand on le fait sur une matrice unité, on arrive à des coquilles. Je pense que l'algorithme des combinaisons linéaires doit arriver dans des cas où le pivot vaut 0, donc on ne va pas jusqu'au bout, et ça fait planter l'algorithme. Voilà. Par contre, par la méthode des déterminants, on arrive bien à la matrice inverse, les produits sont bons, et si je prends la matrice de test, ça marche encore, également par les combinaisons linéaires. On va le vérifier avec Excel. Donc ici, j'ai ma matrice de test. Voilà, donc 3, 8, 4, 4, moins 4, moins 3, etc. Je vous laisse vérifier. La matrice inverse, on la retrouve ici, 0,36, 0,10, moins 0,78, etc., etc. Je vous montre au passage comment, dans Excel, donc là ce sont des constantes, hein. Je vous montre comment on calcule une inverse de matrice, donc égale inverse, inverse mat, voilà, c'est cette fonction-là. Ici, on sélectionne la matrice, entrée, et le calcul se fait tout seul. Voilà, c'est une façon de vérifier. Pensez toujours, quand vous faites des calculs un petit peu poussés comme ça, à vérifier vos calculs, à trouver quelque part un calcul étalon. Parce qu'une erreur ici, demain, ben, c'est un mouvement qui va trop loin, qui va trop vite. En tout cas, c'est potentiellement de la casse mécanique. Donc, pensez toujours à vérifier ce que vous faites. Voilà, donc ici, on a vu par les deux méthodes, une rapide, une lente. Et si je le fais par la méthode des combinaisons linéaires sans calculer le déterminant, voilà, je peux arriver à quelque chose de très très rapide. Ça peut être autour de 200 microsecondes. Voilà. On va aller voir maintenant le programme que finalement on a déjà vu partiellement. Donc pour le test de l'inversion de matrice, donc ici c'est un autre test, je ne rentre pas dans le détail. Ici, c'est l'initialisation soit de ma matrice de test, celle que j'ai rentrée dans Excel, soit celle de la matrice unité. Donc 0 partout, sauf des 1 sur la diagonale. Ensuite, quand je demande une inversion de matrice, bon, ici j'ai une bascule RS toute simple, je ne rentre pas dans le détail, je prends des temps. Ici, si j'ai demandé par la méthode des déterminants, eh bien, je calcule, j'appelle la méthode inverse de matrice par la méthode de déterminant, qui est, alors, pardon, c'est une matrice publique, donc c'est celle-là, ou par la méthode des combinaisons linéaires. Elle renvoie toutes les deux le déterminant, bien évidemment. Si ici je donne false, j'aurai en retour un déterminant nul. Mais les prototypes, donc paramètres d'entrée, paramètres de sortie, sont les mêmes. Au passage, j'utilise tout le temps des paramètres in-out. Ça permet, comme on donne des grosses structures, de ne passer que des pointeurs sur les structures. Ça optimise les appels. Donc, les deux méthodes par combinaison linéaire ou déterminant. La méthode des déterminants, eh bien, c'est tout simplement si le déterminant global de la matrice n'est pas nul, sinon il y a une erreur, eh bien, c'est tout simplement une boucle à deux dimensions dans laquelle on calcule une comatrice qui aura une dimension 5 et on va, voilà, à chaque fois, pour chaque cellule, ça va être le produit de la case en question. Alors, où est-ce que je le trouve? C'est le signe fois le codéterminant divisé par le déterminant. Voilà.
Et le signe, lui, de même, c'est -1 puissance I plus J, hein, qui alterne à chaque fois que l'on passe. Donc c'est une boucle tout simplement où on va faire pour les 6 x 6, 36 cases. On va calculer une comatrice 5,5, et son déterminant. Sur Wikipédia, il y a un article très intéressant qui explique comment on calcule l'inverse d'une matrice par la méthode des déterminants en utilisant donc tous les déterminants des comatrices et en divisant par le déterminant global de la matrice. Je vous y renvoie pour plus de détails. Cette méthode-là, elle est assez simple à comprendre. Elle nécessite beaucoup de temps de calcul, mais elle est très simple. Et enfin, la méthode des combinaisons linéaires, eh bien finalement, ça va être la même chose que ce qu'on a vu pour le polynôme de degré 5, où on va donc initialiser une matrice qui sera égale à la matrice d'entrée et une matrice unité. On va faire l'inverse simple qui est finalement une réduction de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est quasiment la même chose. Et une fois qu'on aura inversé, on va recopier dans la matrice de sortie, dans la matrice inverse, ce que l'on aura dans la partie matrice inverse de notre méga structure ici de la variable globale. Donc, effectivement, quand on a vu en détail la résolution du poly 5, finalement, l'inversion d'une matrice, que ce soit par la méthode des déterminants ou par la méthode des combinaisons linéaires, est relativement simple. Pourquoi c'est la même chose? Parce que dans nos deux méthodes privées, pour faire les combinaisons linéaires, donc en descendant ou en remontant, on fait systématiquement la même chose sur une matrice unité que l'on va inverser que sur le vecteur. Alors vous me direz, dans le cas d'un poly 5, ces lignes-là sont inutiles et ralentissent. C'est vrai. Encore une fois, ici je suis dans un contexte didactique. Je vous montre l'ensemble. Je vous laisserai supprimer, simplifier et optimiser ça pour un cas réel. Un dernier point, donc dans les vérifications d'inversion de matrice, on fait un produit de matrice, donc on regarde bien, soit la matrice simple par son inverse, soit l'inverse par la matrice simple. Le produit matriciel d'une matrice par son inverse, quel que soit le sens, donne bien le même résultat à la matrice unité. Attention, le produit matriciel simple, quand on ne parle pas d'une matrice de son inverse, n'est pas commutatif. C'est-à-dire que le produit de la matrice A par B n'est pas égal au produit de la matrice B par A. Ça ne marche ici que parce qu'on parle d'une matrice et de son inverse. Voilà, il me reste quand même quelques, quelques souvenirs de la rigueur de l'algèbre en classe préparatoire. Voilà, on a parcouru toutes les méthodes publiques ici de ce function block. Donc, voilà, je vous donnerai l'exemple, je vous donnerai ce programme avec ce tutoriel. Bien évidemment, je vous encourage à décliner, à déployer ce function block en fonction de vos besoins, de le renommer, de customiser les visus. Voilà, il y a un certain nombre de briques de base pour visualiser des matrices modifiables, non modifiables, pour configurer un vecteur d'entrée, pour avoir le vecteur du poly 5, etc., etc., etc. Si vous avez réussi à me suivre jusque-là, vous arriverez à prendre ce dont vous avez besoin là-dedans. Donc, je rappelle, intéressant aussi des méthodes privées, protected, qui ne sont pas accessibles de l'extérieur, dans une approche objet où on a un function block finalement qui est container, qui ne fait rien en soi, hormis réserver de la mémoire de travail. Tous les appels se font par des méthodes de ce function block. Voilà.
On arrive au bout, je vais vérifier s'il n'y a plus rien à présenter. Voilà, 2 méthodes pour calculer. On a fait le test, on a vérifié. Les compteurs d'erreur, bon, je vous laisserai regarder dans le détail du code. Ici, je ne l'ai pas utilisé parce que ce soit pour le Poly 5 où a priori je n'ai pas d'erreur, ou dans l'inversion d'une matrice de test pour laquelle je n'ai pas fait de cas d'erreur. Alors, il y a un petit cas particulier, on l'a vu. Pour la matrice unité, quand on l'inverse, on a une coquille. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller plus loin. Donc, bien évidemment, si besoin d'aller au-delà, je vous laisserai aussi augmenter la taille pour aller vers des systèmes 8-8, voire plus loin. Encore une fois, attention au temps de calcul qui explose, hein. On est dans des appels qui suivent les lois des factoriels, donc vraiment, ça explose au-delà. Et enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure, un exemple tout simple de calcul de factoriel. Si vous voulez comprendre sur un exemple simple comment fonctionne la récursivité. C'est quelque chose de magique. Bon, on peut vite se prendre les pieds dans le tapis, mais c'est vraiment magique la récursivité. Voilà, pas d'autres parties. Non, je suis arrivé au bout de cette présentation. Longue présentation, mais j'espère très intéressante pour vous. Je vous remercie.